Bonjour. Ça me fait très plaisir de venir vous présenter aujourd'hui, dans le fond, un travail qu'on a fait conjointement, encore là, au sein du réseau M&M Wiki. Et je vous rassure tout de suite, nous allons arriver à l'heure pour la pause. Moi et Sylvie, on s'est donné un petit mandat. Alors, ça va rouler, je parle vite, ça va bien aller. Ce qui est arrivé, dans le fond, dans le cadre des travaux autour du Charcot-Maritou avec les ergothérapeutes, mais aussi avec la clinique Marie-Enfant, on a commencé à discuter et on s'est aperçu qu'il manquait d'outils cliniques standardisés, d'une batterie d'évaluation standardisée en Charcot-Maritou. Et on a commencé à discuter comment, si on pourrait essayer d'en trouver une qui existait déjà, donc pas réinventer la roue, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait existant qu'on pourrait soit traduire, adapter, essayer, appliquer, etc. Donc, est arrivée, dans le fond, la découverte de l'échelle du Charcot-Maritou Pediatric Scale. Dans le fond, donc, que je vais vous parler aujourd'hui dans le fond, et je vais parler plus du développement de la batterie, et Sylvie va vous parler dans le fond de l'application clinique. Donc, comme on en a entendu parler, la maladie de Charcot-Maritou est une maladie, ce sont un groupe de maladies à évolution lente. Il y a différents types de CMT, ce qui rend aussi difficile la comparaison entre les différentes formes de CMT. Et ça, tout à l'heure, on va y revenir, l'avantage d'utiliser cette échelle-là. Il y a un affaiblissement progressif des muscles, on a entendu l'évolution lente et l'espérance de vie qui est normale. Il n'y a aucun traitement curatif pour l'instant. Par contre, il y a plusieurs essais cliniques qui se multiplient et l'équipe, dans le fond, qui a développé le Pediatric Charcot-Maritou Scale, ils sont arrivés devant des essais thérapeutiques et il n'y avait aucune échelle de mesure pour évaluer la gravité de la maladie ou la réponse au traitement. Et quand on parle d'essais cliniques, c'est aussi les essais cliniques en termes d'orthopédie, en termes médicamenteux, en termes d'intervention en ergo ou en physiothérapie. Il n'y avait pas d'échelle qui allait évaluer de façon standardiser la réponse à nos interventions. Donc, c'est une équipe au départ qui était australienne, mais qui fait partie d'un consortium international qui a développé une échelle qui visait à évaluer la gravité de la maladie chez les enfants, chez une population de 3 à 21 ans. C'est une échelle qu'on appelle multidimensionnelle, vous allez voir tout à l'heure, qui comprend 11 items et qui a un score de 0 à 44. Donc, pour développer cette échelle-là, dans le fond, il y a vraiment eu un travail exhaustif de l'équipe de recherche en Australie, qui ont défini le construit. Ils ont généré des items pour chacune des atteintes présentes en Charcot-Maritou, à l'aide de recensions des écrits, mais à l'aide d'un grand consensus d'experts avec 23 experts internationaux et aussi avec l'utilisation d'études pilotes pour aller voir si effectivement ça fonctionnait bien auprès des enfants atteints de Charcot-Maritou. La cotation, dans le fond, il y a différents items, vous allez les voir tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, et je vais juste partir du dernier point, c'est-à-dire que ça donne des scores Z. Alors, vous allez voir, c'est très facile, vous rentrez vos scores dans un petit programme informatique qui maintenant fonctionne très bien. On a eu des petits bugs au départ. Il fonctionne très bien, il est accepté par le RTSS et dans le fond, on est capable de l'utiliser. Vous les rentrez et ce que ça vous donne automatiquement, c'est une comparaison avec l'ensemble de leur base de données en CMT, donc ils ont une grosse base de données en CMT, mais aussi avec la comparaison avec des enfants de sexe et d'âge similaires. Donc, ça permet vraiment de comparer l'enfant par rapport à lui-même, mais par rapport aussi à une donnée normative, donc qui nous permet de prendre en compte deux réalités. Les domaines d'évaluation, maintenant, on va voir des systèmes au niveau de la force musculaire, de la dextérité, de la sensibilité, de la marche, de l'équilibre et des fonctions motrices. L'administration, dans le fond, il y a une formation qui est nécessaire. Dans le fond, la formation, c'est la lecture du guide de formation. Et j'ai visité le site pour redonner la formation. Et maintenant, il y a des vidéos qui démontrent chacune des tâches du CMT. Donc, c'est vraiment convivial comme formation. Malheureusement, on n'a pas besoin d'aller en Australie pour se former. On est un peu déçus, moi et Sylvie. On aurait aimé ça pouvoir justifier ça comme vacances d'été. Ça ne fonctionnera pas. Ça peut être administré par un physiothérapeute, un ergothérapeute, un neurologue ou un autre professionnel de la santé dûment formé. Ça prend autour de 25 minutes. On verra dans l'application clinique si c'est réel. Je passe rapidement les qualités métrologiques, mais brièvement, ils ont fait une panoplie, ils ont décrit une panoplie de qualités métrologiques. Ce que ça nous dit, c'est que ça représente bien le CMT. C'est que si un évaluateur ou un autre évaluateur le passe, on va avoir le même résultat. Et en dedans d'une période de 2 semaines, on va avoir le même résultat chez un enfant si on ne croit pas que sa condition va avoir changé. Donc ça, c'est important parce que si on veut s'assurer que si on voit un changement, c'est un réel changement, c'est les qualités qu'on doit avoir besoin dans un outil. Donc, l'échelle, vous avez une première section qui présente le profil du patient.
Je vous présente rapidement les items. Sylvie va vous en parler aussi. Donc, on a des tests de dextérité manuelle, on a des tests de dextérité fine, on a la force de préhension avec le CITEC, qui est un outil spécifique. On est en train de regarder son adéquation au Canada. La flexion plantaire est aussi mesurée. On a la dorsiflexion. On a la sensibilité au toucher avec des pinpricks, qui sont des neurotypes spécifiquement, et on va aller évaluer la sensibilité aux membres inférieurs. On a la vibration. On a plusieurs sous-items de l'échelle BOT, qui est le Bruni-Ozoretsky Test of Motor Proficiency, qui est un test qui est régulièrement utilisé en pédiatrie par les physiothérapeutes. Et dans le fond, il y a une série d'items qu'on doit performer au sein de l'échelle. Donc, je vous en montre quelques-uns, mais vous avez évidemment plusieurs tests qui vont aller challenger l'équilibre et la marche chez ces clientèles-là. Donc, la marche sur la pointe des pieds, la marche sur les talons, la marche régulière. Vous avez aussi le saut en longueur, la marche sur 6 minutes. Alors, ils ont un superbe setup, mais vous n'avez pas besoin de ça pour être capable de le passer. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont standardisé l'échelle chez 172 enfants, donc c'est énorme en Charcot-Maritout. Ils continuent de le faire. Ils ont des jeunes de 3 à 20 ans et ils font partie d'un consortium États-Unis, Royaume-Uni, Italie et Australie. Tout à l'heure, je vais vous parler qu'on va peut-être avoir la possibilité de faire partie de ce consortium-là pour continuer à collecter des données, mais ici, au Québec. Dans le fond, juste pour vous expliquer que la conversion des scores, dans le fond, arrive dans un format aussi catégorique qui nous permet de l'apprécier. Donc, normal, léger, très léger, léger, modéré et sévère, mais qui est en lien avec un score normalisé. Donc, ça veut dire que ça place notre enfant par rapport à des données normatives. Ce que vous avez à faire, dans le fond, quand vous passez l'échelle, vous allez sur ce site web-là et vous avez, dans le fond, une feuille de score. Je m'excuse, la photo, j'ai essayé de l'améliorer. Mais dans le fond, vous avez un petit picto pour chacun des items. Vous inscrivez le score et lui génère automatiquement le score que vous inscrivez dans le dossier, dans le fond, dans la feuille de cotation papier. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est assez simple à faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à avoir, tout à l'heure, vous avez vu le logo de la Rare Disease Foundation. C'est une petite fondation qui donne des micro-subventions pour différentes choses. Mais entre autres, ce qu'elle nous a permis présentement, c'est de faire la traduction renversée parallèle du guide d'administration de l'échelle. Donc, c'est un travail en collaboration avec le Dr. Burns, qui est l'auteur principal de l'échelle, avec le Centre Marie-Enfant, avec le groupe de recherche et avec Dr. Rami Massy, qui est à l'hôpital neurologique de Montréal. Et dans le fond, on s'est fixé un objectif qu'en juin 2015, vous auriez la version à jour de cette échelle-là, qui est sans frais, il faut le dire. On peut l'utiliser sans frais, c'est un autre avantage. Il faut acheter le matériel standardisé. Sylvie va vous en parler. Mais on s'est fixé qu'en juin 2015, vous auriez accès à la version validée en français de cette échelle-là. Alors là, je vous ai présenté la fiction, alors voici la réalité. Comment ça marche dans la vraie vie? Alors, quand Cynthia nous a présenté ça, on s'est dit, ben pourquoi pas 25 minutes, on va intégrer ça. Alors, je vous donne un portrait de notre clientèle au CRME. Alors, en rouge, vous voyez les neuropathies. Alors, ça représente 20 de notre clientèle, mais les Charcot-Maritout, c'est 12 de type 1. C'est 12 quand même, c'est un bon volume pour ceux qui aiment les chiffres. En tout, on a 69 neuropathes et 39 Charcot-Maritout type 1. C'est quoi l'intérêt d'utiliser ça? Bien, on voyait tout de suite un intérêt pour les jeunes, d'abord de pouvoir se comparer eux-mêmes, et aussi ça nous permettait de leur offrir un profil d'évolution personnalisé. Donc, d'une année à l'autre, de pouvoir avoir un profil d'évolution duquel on pourrait se dessiner une tendance. Pour les cliniciens, c'est sûr que ça nous permettait de le comparer avec des normes normalisées et de comparer le jeune, d'avoir son profil d'évolution à long terme. Pour nous aussi, c'est intéressant de l'avoir. D'avoir des mesures plus objectives des déformations. En cas de chirurgie, de pouvoir mesurer l'impact de chirurgie avant et après. Et au niveau de la recherche, souvent ce qui est le problème en maladie rare, c'est d'avoir un nombre suffisant. Alors, avec
la cotation, bien, on pouvait décrire notre groupe en disant, bien, on avait dans notre groupe, disons, 3 jeunes qui avaient un score de 20, puis 2 jeunes qui avaient un score de 22. Donc, ça devient un groupe comparable. On a trouvé que c'était réaliste dans un contexte clinique. Est-ce qu'on fait ça interdisciplinaire ou unidisciplinaire? Vous avez vu qu'une seule personne peut le faire. Nous, on a choisi de le faire multidisciplinaire, en fait interdisciplinaire, c'est physio-ergo. On voulait avoir l'expertise des 2 disciplines. Vous avez entendu Denise, vous auriez pu entendre une physiothérapeute vous parler avec autant de compétences de ses connaissances. Et on a choisi d'avoir une rencontre de tout le monde où on a échangé sur comment on devait intégrer ça, qu'est-ce qu'on avait besoin, et puis après, on a identifié une ergo, une physio qui développe plus l'expertise, puis qu'après ça, qui puisse soutenir les autres, parce qu'on veut que tout le monde puisse le faire à l'intérieur de notre clinique. Avant de partir, il fallait avoir le matériel manquant. Alors, une des difficultés, c'est que le CITEC est disponible seulement à l'extérieur du Canada. Et on ne l'a pas encore, mais on va l'avoir. En attendant, on utilise un dynamomètre régulier, mais on prend les mesures en Newton. Et le CMT PET Calculator, au début, il fallait l'avoir sur notre ordi. Maintenant, c'est fantastique, il est disponible en ligne. Alors, on a fait d'abord une pratique sur nous pour voir quel temps ça prenait, le matériel. Bon, le 25 minutes, là, ça, c'est bon quand tu n'as pas grand... Tu es tout dans le même espace, tout est prêt, puis on part à 25. Parce que de façon réaliste, quand on a un client devant nous, ça prend toujours un peu plus de temps, puis c'est pas exactement ça. On a fait des ajouts. C'est sûr que l'évaluation de Burns, elle évalue les capacités. Mais la réalité, c'est que nous, on a besoin d'avoir plus de détails sur certains points, entre autres la souplesse, parce qu'on va donner des exercices, parce que souvent, on trouve qu'ils sont raides. Au niveau de la douleur, bien, c'était pas très, très précis si on veut la traiter. On a besoin d'avoir plus d'informations. La posture, c'est important, la posture à l'écriture, la posture debout. La force des hanches, il faut le faire au moins une fois, parce qu'il y en a certains qui ont des faiblesses au niveau des hanches. Les déformations des mains, on n'avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Et une fois qu'on a fait les tests de sensibilité, il n'y en a pas beaucoup pour le membre supérieur. Puis, si on va aller plus loin, mieux connaître, vous avez entendu Denise, on trouvait qu'il n'y en avait pas assez. L'autre chose, c'est que nous, en réadaptation, c'est les habitudes de vie. Alors, Denise vous a parlé de l'environnement. Alors, si le jeune va à l'école, mais que l'année suivante, il change d'école, il change d'environnement, c'est des gens qui ne le connaissent pas, on recommence déjà un peu. Donc, les problèmes peuvent être différents du primaire au secondaire. Les distances ne sont pas les mêmes. Au secondaire, tu as un gros sac à dos, ou des fois, tu n'as pas le droit d'avoir un gros sac à dos, mais il faut que tu transportes tes livres dans tes mains. Alors, l'environnement est important. Donc, un questionnaire d'habitude de vie à l'école, à la maison, au déplacement, les chutes, avec blessure, sans blessure, et quelque chose qui était très important, qui ne fait pas partie du protocole de Burns, qui était l'évaluation de l'écriture. Est-ce qu'on fait des photos ou on n'en fait pas? Le protocole n'exige pas de photos, mais nous, on trouvait que, surtout en début d'utilisation, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas de banque de photos. Alors, ça nous permettait d'avoir une banque de photos de Charcot Marito. Puis, ça nous permettait aussi de coter le jeune une fois parti, de pouvoir demander à l'autre thérapeute, « Vois-tu la même chose que moi? » Donc, on fait des photos pour le moment. Pour optimiser le temps des thérapeutes, on doit respecter le protocole de Burns, mais là, avec tous les ajouts, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup long. Ce qu'on fait, c'est qu'on va planifier le temps de l'ergothérapeute qui va faire des tests qui ne sont pas fatigants. Et quand on commence le protocole de Burns, on ne doit pas l'interrompre. Donc, les parties au début sont faites par l'ergo. Après ça, quand l'ergo a fini sa partie, on commence la partie physio et les ajouts physio, comme l'évaluation de la force des hanches, ça se fait à la fin, après. Puis le jeune a besoin d'un petit break, parce que c'est long aussi pour lui. On pense qu'à l'intérieur de 2 heures, on y arrive. Et avant, de toute façon, on faisait 1 heure physio, 1 heure ergo. Nous, ça n'ajoute pas de temps. Et évidemment, moi, je vous recommande d'avoir une boîte avec le CITEX dedans, le diapason, tout ce qu'on a besoin. En passant, le diapason, c'est un diapason avec des petits triangles. Alors, ce diapason-là, on pensait qu'on l'avait, mais finalement, on ne l'avait pas. Le FTD, on ne l'avait pas, c'est facile à se procurer.
le 6-minute walk test, on l'avait. Alors, dans le fond, vous regardez ce qui vous manque, puis les neurotypes, c'est disponible sur Amazon.com pour 20 pour une boîte. En passant, les enfants n'aiment pas la piqûre. Ça, c'est le constat. Fait que prenez des gants blancs quand vous commencez avec ça. Commencez vraiment, il faut qu'ils puissent expérimenter. Alors, c'est parti. On a déjà commencé à faire des recommandations. On l'a utilisé pour un projet de danse qui a lieu actuellement pour des neuropathes. Et je vous invite à aller voir leur affiche. C'est l'affiche du projet pilote, mais actuellement, il y a un projet de recherche pour les neuropathes en danse et ça a été l'outil d'évaluation qu'on a pris. On a commencé à le mettre à l'horaire, à l'utiliser. Au niveau de la fréquence de passation, compte tenu de l'évolution, c'est peut-être pas nécessaire de le faire à chaque année. Aux 2 ans, c'est probablement suffisant pour avoir un bon portrait du profil d'évolution. Entre ça, il peut y avoir des visites en physiatrie pour vérifier les orthèses et les besoins musculo-squelettiques. Maintenant, il nous reste à peaufiner notre formulaire, partager l'expertise à toute l'équipe. On ne l'a pas encore utilisé pour un jeune qui va être opéré, mais le prochain qui va avoir une chirurgie, on va le faire avant et après. Et Denise en a beaucoup parlé, l'aspect psychosocial, c'est important pour cette clientèle-là et il faut trouver une façon de l'intégrer parce que c'est jamais un besoin qu'ils vont nommer. Alors, on a une préoccupation par rapport à ça, surtout en pédiatrie où on se construit, où on a notre identité de personnes handicapées ou non, parce qu'eux, ils ne se perçoivent pas comme une personne handicapée. Fait que c'est comment composer avec ça quand on est presque normal, puis qu'on essaie toujours de suivre les autres, mais c'est beaucoup de stress. Donc, c'est un beau projet d'équipe. Ça nous a aidé à bâtir les connaissances et à bâtir encore et à améliorer le pronostic du jeune.